Coucou tout le monde, donc nous reprenons la suite du sujet de la passionnite. Je remettrai le volet 1 en dessous. C'est le portail de la passionnite et là nous allons aller voir dans quoi vous pourriez être dans la passionnite dans d'autres domaines que sentimental, familial, amical, professionnel. C'était un peu ce qui était abordé dans le premier thème. Et là on va voir un peu dans vos loisirs et activités. Je vous disais que moi, j'ai eu ce côté âme passionnée. Je pense que je garderai toujours cet aspect-là à l'intérieur de moi, voilà, parce que je pense que quelque part, ça fait aussi partie de ma personnalité, voilà, les guides le confirment, mais j'ai appris à le tempérer pour revenir dans une nuance de gris et pas être complètement excessive, voilà. Donc j'ai appris à me tempérer et à me modérer, mais comme ça fait vraiment partie de moi, euh, je pense que j'ai atteint un peu mes limites. Je ne peux pas aller au-delà. Mais en tout cas, je reste passionnée, mais de façon plus raisonnable. Voilà, de façon dans la nuance de gris, dans ce que les guides estiment que c'est bien, au stade où je suis désormais. Avant, j'étais excessive. J'ai donné beaucoup d'exemples dans le premier pour que ça vous crée des déclics sur des exemples cons pour que vous voyez un peu comment vous pouvez être euh, vous-même, pour détecter quand est-ce que vous-même vous l'êtes. J'essaye de vous donner beaucoup d'exemples. J'ai même parlé des animaux et j'ai même été hypersensible sur les animaux. Et là, je me rends compte que je le suis nettement moins. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais plus regarder, tellement ça me mettait dans un état pas possible. Donc en fait, j'étais obligée de me couper de beaucoup de choses à côté de cet excès de sensibilité. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je sais voir, entendre, sans être en pic émotionnel de folie, en souffrance. Vous pouvez être excessif et dans la passionnite aussi au niveau de vos loisirs. Moi, j'ai été quelqu'un qui aimait le sport de façon excessive. Oh, Peggy, excessive, oui. J'ai aimé le sport de façon excessive. Je faisais un quota de sport de folie par jour, pas par jour, par semaine. Quand, en raison du travail ou de la chaleur, s'il fallait que je me lève à 5 heures du mat pour faire mon sport à 5 heures du mat, je faisais mon sport à 5 heures du mat. J'étais excessive, très engagée. La, la, comment on appelle ça? La rigueur, la discipline, voilà, la discipline sportive, voilà, j'ai été comme ça. J'ai appris à me lâcher la grappe par la force des choses parce que les guides m'ont puni. J'étais trop excessive, ils m'ont bridée là-dessus. Et de ce fait, j'ai eu des blessures. Donc inévitablement, je faisais aussi beaucoup de courses à pied. On m'a puni là-dessus. Je peux plus faire de la course à pied. J'adorais courir. Je suis hyper active de base. Je suis une petite boule de nerfs. Euh, Aujourd'hui, les guides m'ont appris cette tempérance en me créant des blessures physiques où aujourd'hui, je peux marcher, mais je ne peux pas courir. Ce qui me demande un self-control énorme pour moi, puisque je ne peux plus me défouler dans quelque chose de hyper intense en sport. Je faisais beaucoup aussi de renforcement, donc j'ai développé des blessures, des tendinites, comme ça je ne peux plus le faire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire en sport. Donc j'ai dû me réinventer et me réinventer dans plus de tempérance, dans quelque chose de plus équilibré, de plus soft. Vous voyez que de ce fait-là, je reste quand même à un niveau assez haut
puisque là, comme j'essaye d'aimer la marche, je marche quand même entre 25 et 30 km par semaine. Donc on sent encore ce côté peut-être un peu excessif chez moi, mais si je sens que je suis fatiguée, j'irai faire de la marche en promenade. S'il fait pas beau, j'irai pas. Donc je sais quand même tempérer pour que ce soit dans une notion de plaisir. Et je m'adapte, je me réinvente. Et les guides voient que c'est pas par discipline, c'est par plaisir. Donc en fait, ils voient quand même que je suis beaucoup plus dans la nuance de gris qu'avant. Essayez de voir si vous êtes excessif dans le sport et si il y a un côté où parfois vous le faites et que vous n'avez pas de plaisir. Est-ce que vous le faites aussi pour la performance, le résultat? Est-ce que vous êtes excessif dans la rigueur que vous vous imposez dans votre alimentation? J'ai des personnes qui sont comme ça parce qu'ils idéalisent dans leur passionnite que il faut jamais manger de ci ou de ça. Parce que si j'idéalise, je vais diaboliser inévitablement certaines choses. Donc il y a certains trucs que je diabolise, je deviens extrémiste d'eux. Et j'idéalise l'idéologie qui dit qu'il faut diaboliser ce truc-là. Je suis dans une passionnite autour de ça et je tiens des discours très extrémistes, je diabolise certaines choses, je suis prêt à aller taper tous les gens qui oseraient manger ci ou ça, je sais pas, un verre de coca, le Nutella, il faut boycotter les Américains, il faut boycotter ci, il faut boycotter ça. Est-ce que vous êtes des extrémistes comme ça, ou dans votre passionnite aiguë, vous pétez les couilles aux gens autour de vous, vous les jugez, parce que vous idéalisez votre idéologie en fait? Est-ce que vous êtes un peu extrémiste comme ça? Dans votre passionnite enflammée, voilà. Est-ce que vous avez des activités loisirs dans votre vie où c'est trop excessif? Vous êtes dans une forme... Je, je suis dans l'hyper quelque chose. Dans l'hyper consommation de ce truc. Je suis dans l'hyper consommation de ce truc. Je suis passionnée de foot, je suis dans une passionnite, ça devient dysfonctionnel. Le foot devient dysfonctionnel. Il y a des choses que j'annule parce qu'il y a un match de foot. Il y a des gens que je ne peux pas voir parce que ce soir-là, il y a un match de foot. J'ai des invités chez moi, j'arrive en retard parce qu'il y a un match de foot. J'ai cité le foot, mais vous mettez n'importe quel sport. Hein. Dans ma semaine, j'ai passé un quota de cinglés autour du foot, soit à regarder des matchs, soit à jouer, soit à relire des articles autour de ça, à m'entraîner. C'est très excessif. Et j'ai pas d'autres trucs à côté. J'ai pas d'autres trucs à côté. Je fais pas d'autres trucs à côté. Je m'intéresse pas à autre chose. Je suis pas une boule à facettes. Je suis monotâche, moi. Je suis mono-activité. Je suis mono-passion. Est-ce que dans votre pratique de vos loisirs, vous cherchez toujours la performance, à être toujours au nec plus ultra, plus, toujours plus? Vous partez dans un côté excessif. Est-ce que dans votre côté festif, vous êtes aussi dans ce côté passionnite? Je suis toujours en festival, en vacances, autour de concerts, etc. Je suis fan de tel chanteur,
je fais une tournée, je suis sa tournée partout, ça me dégage un budget de psychopathe par an. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça. Cette personne était fan de Madonna et suivait, quand Madonna était en tournée, cette personne allait voir son concert je ne sais combien de fois, dans toutes les villes, ce qui lui demandait un budget de cinglé. Parce qu'il fallait les hôtels, suivre, les places de concert coûtaient la blinde. Et en fait, du fait que ce budget était alloué à ça, il n'y avait pas de demi-mesure et cette personne ne pouvait pas faire d'autres choses à côté. Ça le ruinait. Ça le ruinait. Moi, je sais que je vois des gens, je vois bien des gens qui sont comme ça, dysfonctionnels en coaching, où ils me disent « Ah, je vais devoir mettre en pause le coaching parce que j'ai des problèmes d'argent. » Et ils font beaucoup plus de sorties que moi, ils font beaucoup plus de voyages que moi, et on voit ce côté très déréglé, très, très passionnite, où en fait, ils se rendent même pas compte qu'ils sont à la ramasse, en fait. Ils sont pas équilibrés. Mais c'est pas mon problème. Ça devient le problème de la personne. Euh... Est-ce que vous avez une passion autour de la voiture, de la moto, ou vous avez besoin de plus, toujours plus? Vous achetez des voitures, vous les revendez, vous perdez beaucoup d'argent, vous jouez au concours de bits avec les copains. Avec les motos, c'est pareil. Une moto ne suffit pas, il en faut deux, après il en faudrait trois. Est-ce que vous êtes pareil? Surtout, c'est surtout essayer de chercher, même au niveau des fringues. Moi, je suis quelqu'un qui adore les fringues. Donc, inévitablement, parfois j'hallucine quand je fais une rétrospective d'un moment de ma vie, du budget que j'allouais à ça sur mon mois. Ah, j'ai pas de contraction des guides. Non, les guides disent parce que moi j'étais quand même tempérée parce que j'achetais pas des habits de marque. Moi j'ai jamais, je m'emballais que royal des marques. Si l'article me plaît mais que l'article il coûte 5 euros ou 10 euros, moi ça fait l'affaire en fait. Moi c'est en fonction du look. J'en ai rien à foutre du prix et de la marque. Et même si je vois en vitrine que c'est un magasin cher, je veux même pas y rentrer. Parce que je fais un blocage. Dès que c'est cher et démesuré, moi ça me fait, mon Dieu que ça me pèterait les couilles de claquer du fric là-dedans. Vous voyez, alors que je sais très bien que je ne le mettrai pas plus que la fringue qui m'aura coûté pas cher. Non, puisque c'est le look. Donc en fait, ça me pèterait les couilles de savoir que pour une fringue, je pourrais en avoir 10 qui me plaisent. Voilà, vous voyez, c'est pas dans mon état d'esprit. Donc ce qui m'a toujours permis d'être modéré. Voilà, c'est ce que les guides disent. Mais il y a des gens, ils sont pas modérés là-dedans. Mais à un moment de ma vie, j'aurais plus eu le problème, genre, tiens, j'aime bien cet article, ben, je vais en acheter 3 dans le même genre. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, on fait une overdose de ce fait-là, puisqu'on n'a que des trucs qui se ressemblent. Vous l'avez tous, ce truc-là. Moi, je connaissais des copines qui parfois, ah ça j'aime bien, ben, j'achète le même article en 5 couleurs. Et moi j'étais choquée. Bah, après, elles avaient plus de thunes que moi, donc si elles peuvent, elles peuvent. Mais à la fin, elles me disaient, tu sais, je les ai jamais mis, j'ai jamais coupé les étiquettes. Ça, moi, ça m'arrivait jamais quand même, vous voyez. Donc en fait, les gens qui ont 50 paires de baskets, mais ils les mettent pas, c'est quoi l'intérêt? Vous voyez le côté un peu collectionnite. Voilà, je collectionne, j'accumule, je stocke. Mais en fait, ça sert à rien. C'est un côté excessif. C'est ce côté encore passionnite. Ah, je suis passionné de sacs à main. Bah, si vous les utilisez jamais, c'est quoi l'intérêt? Ah, je suis passionné de chaussures. Bah, si vous les mettez jamais, c'est quoi l'intérêt? Moi, je suis pas là-dedans.
Si j'achète quelque chose, c'est pour le mettre en fait. J'aime diversifier, mais c'est pas des trucs à des prix démesurés, et c'est des trucs que je vais mettre et utiliser. Donc c'est là où les guides trouvent que je suis peut-être un peu trop sévère avec moi, c'est que je reste dans une nuance de gris en fait. Mais il y a des gens, eux, ils vont pas l'utiliser, ils vont pas le mettre. Donc c'est quoi l'intérêt en fait? C'est quoi l'intérêt? Ça peut être le côté excessif. Moi, je vois que j'ai encore un côté excessif sur les livres, par exemple. Mais là aussi, vous voyez, j'ai pas de contraction. Non, les guides trouvent que c'est pas excessif. Pourquoi? Parce que je les lis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de livres. Mais je les lis. Et je passe un certain temps le soir à lire, mais c'est pas excessif. Je passe pas des journées complètes à lire, où je n'ai plus de vie, où je fais plus rien parce que je lis du matin au soir. Non, je suis pas dans ce côté excessif. Il y a toujours un côté modéré, nuance de gris. J'achète pas des livres pour dire de stocker et sans les lire. Non, je les lis vraiment. Mais c'est pas un temps démesuré. Et il y a des jours où je vais pas lire. Si j'ai pas envie, je lis pas. Vous voyez, il n'y a pas ce côté excessif à la démesure. Et sur beaucoup de choses, les guides voient que je sais quand même, dans mon âme passionnée, me modérer. Je vous donne plein d'exemples, hein, parce que les guides me demandent de vous sortir plein d'exemples, parce que de tous ces exemples, vous allez avoir des déclics sur l'hyperconsommation. À un moment, j'étais abonnée à une box de cosmétiques. Donc tous les mois, vous recevez une box de cosmétiques, vous payez 13 ou 15 euros, et vous recevez une box avec des cosmétiques dedans. Bon, au bout d'un moment, ça s'agglutine, vous n'arrivez plus à les consommer au rythme où ils arrivent. Ben, à chaque fois, quand j'ai vu que j'avais trop de stock, j'ai stoppé mes box. J'ai stoppé mes box. Et puis j'attendais que mon stock réduise pour me dire, bah tiens, je vais reprendre un abonnement pour un certain quota de mois. Mais je sais arrêter quand je vois que c'est trop en fait. Et je les consomme. Je ne suis pas dans l'hyper, dans le stockage. Vous voyez les crayons. J'avais plein de crayons. Mais les crayons, je les use. Et j'ai attendu de user mes crayons pour en racheter. Enfin, vous voyez, c'est toujours ce côté... parce que j'aime bien, j'ai ce côté un petit peu fifi, j'aime bien les beaux petits crayons. Ce crayon-là, il est trop beau. Voilà, ce truc con, en fait. J'ai des côtés un peu girly, enfant. Je vais aller chez un pote, il me donne un crayon pour écrire un truc. Il écrit trop bien ton crayon, je peux te le prendre? Voilà, c'est ce côté un peu, bah ouais, c'est mon crayon, on voit, c'est un crayon commercial d'entreprise. Voilà, enfin, j'ai une lubie sur les crayons, c'est depuis que je suis toute petite. Voilà. C'est rigolo, hein, c'est très rigolo parce que ça fait toujours rire, mais j'ai une lubie sur les crayons. Ma fille, elle a eu des crayons, des super crayons tout pastel à son anniversaire qu'une copine lui a offert. Et j'ai dit, elle a rigolé, elle a dit, maman, tu vas kiffer mes crayons. Tu me les piques pas. Et quand j'ai vu ces crayons, je dis, ouais, bah, j'ai acheté les mêmes. Voilà, j'ai acheté les mêmes. Je dis, oh putain, ils sont trop beaux, ils écrivent trop bien. Vous voyez? Mais voilà, ça va m'avoir coûté 2-3 euros. Enfin, c'est con. Voilà, c'est des lubies que j'ai dans ce côté très enfantin et passionné, mais c'est pas excessif. Et derrière, je l'utilise vraiment. C'est pas du stockage. Et c'est pas des prix exorbitants. Donc en fait, il faut pas grand chose pour me faire plaisir. Voilà. Il me faut pas grand chose pour me faire plaisir. Il y a des gens, c'est jamais assez. Ils sont dans l'hyper, hyper, hyper. Mais derrière, ils n'utilisent pas. Et ça, c'est pas ok en fait. Essayez de voir. Vous devez rester dans une notion de plaisir, mais pas de compensation addiction.
Ce côté passionnite peut être aussi dans votre consommation d'alcool, ça peut être dans votre consommation de tabac, où vous allez même dire que le tabac c'est du plaisir. Non, on ne va pas se dire que ça a un goût de guimauve, le tabac. Ça peut être dans la drogue. Vous savez pas vous modérer en fait. Vous avez ce côté trop excessif. Ça va être sur le temps que vous passez devant une télé. Vous passez un quota d'heures de cinglé devant la télé. Vous découvrez une série, vous allez regarder les 10 épisodes à la chaîne. Vous ne savez pas vous arrêter, vous ne savez pas vous tempérer. Vous êtes dans l'hyperconsommation. Il n'y a pas de modération. Vous ne le faites pas par plaisir, vous dévorez les choses. Je vous parle d'un livre, vous êtes content de me dire le livre, je l'ai lu en 2 heures. Ben non, en fait. C'est pas ok parce qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas vus, lus en conscience, et vous l'avez pas bien lu, en fait. Vous êtes dans l'hyperconsommation, vous avez ce côté qui est excessif, en fait. Et vous trouvez, parfois vous trouvez que vous vous en vantez, mais en fait, c'est d'extérieur, on voit que c'est dysfonctionnel, en fait. Vous aimez les chevaux, ben il vous en faut 15, vous achetez 15 chevaux. Vous êtes ruiné, vous vous en sortez pas. Vous collectionnez en fait. Dans votre passionnite, vous devenez collectionneur. Vous développez une collectionnite. Vous aimez la bouffe, vous bouffez comme 10. Vous aimez faire des gâteaux, vous allez faire des gâteaux toutes les semaines, vous devenez une bonbonne. Vous aimez la randonnée, vous allez faire des randonnées beaucoup trop longues où vous développez des blessures, mais vous marchez même avec une douleur. Vous ne savez pas vous tempérer, vous ne savez pas vous écouter, vous ne savez pas lever le pied de la pédale. Vous vous mettez en danger, à la fin c'est masochiste en fait, vous vous mettez en danger. Et ça c'est pas ok. Tout ça vous devez le tempérer. Parce que vous vous mettez en danger. C'est toxique, ça devient toxique à un moment. Soit pour votre budget, soit pour votre santé, soit ça vous empêche de développer d'autres choses au niveau du temps. C'est excessif. Vous collectionnez même les relations. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule personne dans votre vie. Il vous faut 5 ou 6 plans cul. Mais déjà, l'histoire du plan cul, les guides cautionnent pas. Le sexe doit être lié à l'amour. Donc en fait, déjà rien que ça, c'est du grand n'importe quoi, les guides cautionnent pas. Vous ne pouvez pas avoir comme passion le cul, non. Il faudra que ça soit la passion avec votre partenaire dont vous êtes amoureux. Mais c'est pas je vais aller dans les clubs échangistes, ça c'est pas cautionné, vous voyez. C'est pas une activité, c'est pas un loisir le cul. C'est censé être lié à l'amour. Je pense que j'ai donné beaucoup de détails déjà. Donc on va rappeler les cartes. Âme passionnée, schéma répétitif, zone de confort karmique, il faut y dire au revoir. Ce truc que vous traînez déjà depuis vos vies antérieures, il faut lâcher ça. On va voir les 3 petites cartes des guides. La première carte, c'est la vie n'épargne personne, mais aucune épreuve n'est insurmontable. Il y a certes des blessures que le temps ne guérit pas. Toutefois, il est réduit à un encombrement acceptable. Oui, avec le temps, on guérit. Et ça, c'est une phrase de Maud Ankawa dans le livre Respire. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, n'hésitez pas à le lire, tout comme le livre. Ces 2 livres, je vous les conseille fortement. Je n'ai pas encore lu le dernier livre parce que j'attendais que le prix baisse. Voilà, comme j'ai plein de livres en attente, vous voyez justement, je ne l'ai pas acheté parce que je sais qu'après le tarif va baisser et que là il est encore à double prix et j'attends qu'il baisse. J'ai plein de choses à lire avant ça. Vous voyez, je ne suis pas dans ce côté
euh, excessif surtout, vous voyez. J'arrive à me tempérer en fait. Ça me pète les couilles d'acheter un livre à tel tarif alors que je sais qu'après il va baisser à moitié prix. Vous voyez, ça, je vois pas où est l'intérêt. Moi, ça me pète les couilles. Voilà. Donc là, euh, par rapport à ça, il faudra que dans ce côté excessif, vous alliez voir si vous n'avez pas un côté histrionique. Hein. J'ai fait des diapos et en ce moment j'aborde beaucoup sur mon Facebook cette thématique de l'histrionie. Inévitablement, dans ce côté excessif, vous pourriez développer un côté un peu excessif dans votre façon de traduire vos émotions, avec à utiliser des grands mots, à être un peu théâtral, à être très excessif dans vos relations et très étouffant, à vouloir être trop en fusion avec les autres, je veux tout faire avec toi, ce côté très très excessif, ça aussi, cette histrionie-là, ce côté trop fusionnel et excessif dans vos relations, ça aussi c'est pas ok. C'est aussi un autre côté de la passionnite, c'est je t'apprécie donc je veux passer tout mon temps avec toi et je t'étouffe. Et ça c'est un peu violent, c'est de l'histrionie. Hein. J'utilise le mot violent, oui, parce que c'est comme une violence dans les relations d'être beaucoup trop étouffant. D'accord? On est trop. Si j'ai le temps en fin de vidéo, que j'ai encore de la place, je vous lirai un extrait d'un livre justement que j'ai lu hier et qui est extra. Ce passage est tip top. La deuxième carte, c'est ceux qui n'apprennent rien de l'histoire sont voués à la répéter. Ça, c'est une phrase de la série The Crown. Je vous conseille aussi de regarder mes vidéos sur la série The Crown. Il y a beaucoup de messages et de clés de compréhension des guides dans les vidéos que je fais sur la série The Crown. Il y a une playlist spécifique, mais là, on est bien par rapport à la carte schéma répétitif. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez le répéter et les guides vont vous resservir toujours les mêmes tests et les mêmes épreuves en boucle jusqu'à ce que vous sachiez vous nettoyer de ça. Troisième carte, l'univers ne dit jamais non. Il dit soit pas maintenant, soit j'ai mieux pour toi. Tout est orchestré en effet pour toi et non contre toi. Oui, arrête d'être dans ce côté excessif et histrionique, de la paranoïa excessive aussi. Hein. Dans ton côté passionnite, tu as un côté un peu enflammé qui devient un peu excessif dans une tyrannie et dans ce côté théâtral que oh, c'est injuste, le monde est contre toi. Vous avez un côté théâtral histrionique. Hein. Donc, soyez plus modérés, tout est juste, on se calme. L'univers ne dit jamais non, il dit soit pas maintenant, soit j'ai mieux pour toi. Tout est orchestré pour toi et non contre toi. Donc, dans ta passionnite aiguë, arrête d'être pète-couille avec tes guides et la vie et l'univers, arrête d'être tyrannique et histrionique, tu en deviens colérique et excessif. Donc calme ton histrionie également. Ça, c'est les 3 petits messages. Il y a une petite aparté que les guides ont voulu que j'inclue dans cette vidéo. C'est un petit rappel, c'est que sur cet oracle que je n'utilise jamais, il y a une carte qui s'appelle âme jumelle. Je répète, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le terme âme jumelle a été créé par l'être humain. Les guides ne cautionnent pas cette famille. D'après les guides, l'âme jumelle n'existe pas. La flamme jumelle existe, l'âme sœur existe, mais l'âme jumelle n'existe pas. Donc sortez tous votre pendule en cet instant et vérifiez au pendule, est-ce que le terme âme jumelle existe d'un point de vue des guides? Est-ce que les guides vous validez le terme âme jumelle? Vous verrez que vous avez non. Si vous tombez sur une chaîne ou un livre ou quelqu'un qui parle et utilise ce mot, est-ce donc un red flag? Oui. Cela veut donc dire que cette personne ne communique pas avec les guides. Elle dit qu'elle canalise, mais elle ne canalise pas, puisque les guides ne valident pas ce mot. Donc si vous entendez une chaîne, quelqu'un qui parle d'âme jumelle, vous avez un red flag. C'est la preuve qu'elle ne canalise pas.
C'est le meilleur red flag. Ça vous dit, n'écoutez plus cette chaîne, puisque ce mot n'existe pas. Donc si cette personne prône qu'elle fait des canalisations, des guidances, des trucs comme ça, sauf qui peut. Elle invente, car ce terme n'existe pas. D'accord? Ça, c'est la petite aparté. Je vais aller chercher le livre pour vous lire le petit extrait. Alors, le petit extrait que je vais vous lire, ça vient du livre Les violences invisibles de Jean-Charles Bouchou. Jean-Charles Bouchou est un psychanalyste, un psy qui apparaît beaucoup dans les médias. Il fait pas mal d'interviews parce qu'il est en plus formateur. Et il accepte d'être interviewé par certains. Il ne se laisse pas interviewer par n'importe qui. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup quand même donc sur la toile. Vous le savez, moi sur mon Facebook, je le diffuse assez régulièrement en story. Hein, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Jean-Charles Bouchou. J'ai acheté un de ses livres qui s'appelle Les violences invisibles, qui est à mes yeux très très bien comme livre. J'ai pas fini de le lire, donc pour l'instant je vais pas donner un avis sur l'intégralité du livre, je reste modérée. Pour l'instant, ce que je lis est très bien, d'accord, mais je suis pas très avancée dans le livre. L'extrait que j'ai lu hier était magnifique, magnifique. Je vais vous le lire en cet instant. Le chapitre s'appelle « D'une agressivité normale à une violence pathologique ». D'accord? Savoir faire la différence entre ce qui est une agressivité normale et une violence pathologique. Il commence avec la citation de Shakespeare « Être ou ne pas être, là est la question ». Donc, être, c'est important sur un parcours flamme jumelle. On ne vous demande pas d'avoir, mais d'être. Ne l'oubliez jamais. Donc, je commence à lire cet extrait. Si l'agressivité nous accompagne au cours de notre évolution, elle fait aussi partie de notre caractère. Nous pourrions alors nous demander s'il en existe une normale et une autre qui serait pathologique. C'est un livre qui parle de la toxicité des pervers narcissiques. Hein. Voilà. Analysons une bonne bouteille de vin. Nous trouverons de l'alcool, de l'acide et des tanins. Des produits qui, si on les prend séparément, seraient toxiques et imbuvables. Mais qui, s'ils venaient à manquer, donneraient un vin plat et sans grande saveur. Il en va de même de notre caractère. Imaginez un camarade qui serait toujours d'accord avec vous, qui jamais ne vous contredirait. Non seulement vous le trouveriez bien plat et sans grand intérêt, mais surtout, vous n'auriez aucun plaisir à vous positionner vis-à-vis de lui, qui, de toute façon, vous donnera raison. Et finalement, c'est peut-être vous que vous trouveriez plat et sans grande saveur. Oui, ça devient plat comme relation. On s'emmerde. C'est peut-être bien dans sa capacité à lui à me déranger que l'autre est intéressant. Dans sa capacité à me dire non et à ne pas me donner forcément ce que j'attends. Oui, moi en consultation, je ne vous donne pas raison H24. Je viens vous contredire. Je viens vous faire travailler, vous remettre en question. Je relis cette phrase. C'est peut-être bien dans sa capacité à me déranger que l'autre est intéressant. Dans sa capacité à me dire non et à ne pas me donner forcément ce que j'attends. De même que l'acide, l'alcool et les tanins du vin ouvrent mes papilles s'ils sont en quantité équilibrée. La confrontation avec l'autre m'oblige à être présent, à me positionner et à donner, sinon le meilleur de moi, au moins suffisamment pour être un bon interlocuteur. Oui, ça vous pousse à être, parce que ça vous oblige à être présent dans la matière, au lieu d'être je ne sais où, dans la rêverie. Ça vous demande à savoir vous positionner, donc à avoir un avis, et à devoir répondre.
Donc ça vous pousse à communiquer, à être un bon interlocuteur, à avoir des pensées, à avoir un argumentaire, à pas être fade. Et maintenant, imaginez 2 bulles de savon. Ces 2 bulles existent distinctement, mais quand elles se rencontrent, là où elles se touchent, vous imaginez quand vous faites des bulles de savon, là où elles se touchent, elles ont une frontière commune. L'autre, en s'autorisant à exister, c'est-à-dire à oser me dire non, à oser avoir un avis, quand l'autre s'autorise à exister, il me permet d'être à mon tour. C'est ça. Vous êtes dans l'être dans ces moments-là. Parce qu'il y a une interaction, il y a une relation. Et moi, en me positionnant, je permets à l'autre d'exister. Si je m'efface, il n'y a pas de relation. La bulle, si la bulle elle s'efface, il n'y a pas de frontière. Je vais devoir accélérer, le téléphone est saturé. Donc je disais, si je m'efface, il n'y a pas de relation. Si j'envahis l'autre, il n'y en a pas plus encore. Et c'est dans la qualité des interactions que je retrouverai la saveur de mon être. Cette bulle de savon, c'est ce que nous nommons le moi. Et cette frontière commune, c'est la relation. Mais qu'est-ce que le moi dans tout ça? Si nous posions cette question autour de nous, beaucoup seraient bien embêtés pour répondre. Certains iraient peut-être vers le corporel. Moi est ce qui se situe en dessous de ma peau, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, c'est non moi. D'autres pourraient se tourner vers leur identité. Je suis français, espagnol. Nous pouvons donc observer que souvent nous définissons notre moi par rapport à une frontière. Physiquement, la peau, identitairement nos origines, et psychiquement, quelle pourrait être donc la frontière? Peut-être la capacité à dire non ou à déranger l'autre. Une frontière, c'est une capacité à dire non, mais aussi une capacité à dire oui. Et existe-t-il plus belle frontière que l'autre? L'autre qui peut me dire la capacité de l'autre à... Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème de téléphone complètement saturé. Je n'ai pas pu finir la lecture du texte et je ne sais plus où j'en étais, donc je risque de remonter quelques phrases au-dessus. Ne m'en veuillez pas pour vous faire la fin de cette lecture. Alors, la fin dit... nous pouvons observer que souvent nous définissons notre moi par rapport à une frontière. Physiquement, la peau, identitairement nos origines, par exemple, et psychiquement, quelle pourrait être donc la frontière? Peut-être la capacité à dire non, peut-être la capacité à déranger l'autre, en fait. Une frontière est évidemment un contenu, oui, parce qu'il n'y a pas que la frontière, il y a aussi un contenu. Une capacité à dire non, mais aussi une capacité à dire oui. Oui, parce qu'en effet, on ne va pas faire que être dans le refus. Hein, c'est censé être équilibré. Et existe-t-il plus belle frontière que l'autre? L'autre qui peut me dire oui et qui peut aussi me dire non. Qui m'impose une limite, me montrant alors une frontière. L'autre est-elle une porte ouverte ou fermée, que je pourrais ou non franchir, selon mon désir et son agrément à lui. Celui qui dit toujours oui et ne sait pas dire non est comme 2 encoignures dont on aurait ôté la porte. C'est alors un passage ouvert à tous les vents. De plus, dans une société où nous sommes avant tout des consommateurs, le non est finalement aujourd'hui perçu comme une violence. Dire non, c'est exister. Exister, c'est prendre le risque d'être exclu. Récemment, donc c'est toujours monsieur qui parle, récemment, une personne m'a donné un texte qu'elle aurait voulu que j'étudie. Je lui ai dit non. Alors elle m'a répondu « évidemment,
On ne peut pas si bien écrire au sujet des pervers narcissiques sans l'être un peu soi-même. Pour cette personne, s'entendre dire non signalait déjà un symptôme pervers. S'il existe une agressivité normale, entre guillemets, c'est celle qui m'oblige, moi, à exister. Et s'il existe une violence toxique, c'est celle qui m'empêche d'exister. L'absence d'agressivité comme l'excès de violence ne permet pas la formation d'une frontière, donc de relation. La frontière symbolise la relation. L'une est soumission et l'autre est envahissement. En gros, vous avez bien compris que là, cette personne qui lui demande un service et s'il dit non, cherche à tacler et à agresser, on voit que cette personne est extrêmement toxique. Et cette personne est toxique parce que dans son système de valeurs à elle, dire non n'est pas permis. On n'a pas le droit de dire non dans son système de valeurs. Elle devient donc trop envahissante et en étant trop envahissante, elle oblige les autres à répondre à ses demandes. Donc au final, il n'y a pas de relation qui peut être créée avec une personne comme ça. Hein? L'absence d'agressivité comme l'excès de violence ne permet pas la formation d'une relation. L'une est soumission et l'autre est envahissement. C'est ça. Et j'aime bien cette idée de frontière parce que, oui, en temps de guerre, quand, si l'absence d'agressivité, il va donc y avoir envahissement du territoire. Donc il y aura toujours un rapport de pouvoir quand même. L'une est soumission, l'autre est envahissement. Vous voyez? Donc en fait, je trouvais ça très sympa, ce texte-là, à méditer dans le contexte de cette vidéo. J'espère que ce texte, même si j'ai dû vous le raconter en plusieurs fois à cause du problème de vidéo, vous est apparu quand même clair. De toute façon, j'en reparlerai de cet extrait-là. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.